Merci à la CCIG de nous accueillir donc une nouvelle fois pour ce webinaire. Alors bienvenue à toutes et à tous. Je crois qu'on est assez nombreux aujourd'hui derrière l'écran et enfin, je ne sais pas si on doit dire si c'est une très bonne chose. Alors évidemment, c'est une très bonne chose que d'avoir du monde dans ce webinaire, bien évidemment. Mais ça veut dire aussi que la thématique de l'absentéisme et de la gestion des arrêts maladie est une thématique, je dirais, extrêmement d'actualité et ça, en revanche, est-ce vraiment une bonne nouvelle? En tout cas, c'est toujours une grande joie de partager ces moments de webinaire. Ce webinaire donc s'achèvera à 10 heures. Nous y tiendrons. Voilà. Alors, en quelques mots, je vais quand même me présenter. Donc, moi, je suis Valérie Cruchet, je suis directrice du marketing et de la communication du groupe Qualibroker Swiss Risk Care. Donc, en un mot, le groupe Qualibroker Swiss Risk Care, nous sommes un courtier. Nous sommes courtiers en assurance et en prévoyance, le premier courtier de Suisse romande, le deuxième de Suisse. Et entre autres choses, nous proposons également des solutions RH digitalisées et également, grâce à nos filiales, du conseil et de l'accompagnement RH. Et justement, du conseil, de l'accompagnement RH, il va en être question ce matin, puisque comme Pauline l'a rappelé, comme je l'ai moi-même dit en préambule, nous allons parler d'absentéisme et plus précisément de la nécessité de garder le lien avec ses employés en arrêt maladie. Alors pourquoi? Tout d'abord pour s'assurer d'un retour au travail rapide et dans les meilleures conditions de la personne qui s'absente, et puis aussi pour préserver la cohésion et la productivité de l'équipe. Donc évidemment, un fort enjeu pour les entreprises. Alors, l'objectif de ce webinaire, évidemment, en 1 heure et demie, c'est un sujet très vaste, hein. On va essayer d'aller à l'essentiel et surtout qu'à la fin de ce webinaire, vous puissiez repartir avec quelques idées claires, quelques conseils, quelques mesures à la fois préventives et curatives sur cette question de l'accompagnement des salariés en arrêt maladie. Alors pour cela, écoutez, je crois qu'on a fait appel au meilleur, hein. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi autour j'allais dire, de cette table virtuelle. Donc nous commencerons par rappeler donc les devoirs et obligations de l'employeur par Amina Belkiria, qui est directrice des solutions RH du groupe Qualibroker Suisse Risk Care. Et puis ensuite, nous aborderons donc le sujet d'une part, de manière préventive, quelles sont les mesures qu'on peut mettre en amont. Et nous aurons donc 2 interventions, celle de Franck Chapski, qui est directeur d'ISMAT Group, sur la question de la formation des managers. Et puis ensuite, l'intervention de Marie Guérin, qui est care manager à la clinique du travail, sur le service de personnes de confiance en entreprise. Qu'est-ce que la personne de confiance et pourquoi externaliser éventuellement ce service de personne de confiance? Et puis, après un petit temps de questions-réponses, nous aborderons la dernière partie de ce webinaire sur cette fois-ci l'aval, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement qu'on peut mettre en place avec le care management. Et c'est Étienne Coebel, qui est donc également care manager, mais cette fois-ci chez YouCare, qui abordera donc cette question de, une fois que la personne est en arrêt maladie, que peut faire l'employeur? Comment peut-il l'accompagner? Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Amina sur cette première partie, les droits et devoirs, les devoirs et obligations, excusez-moi, de l'employeur en matière d'arrêt maladie. À toi, Amina. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire avec nous ce matin. Donc, ma partie, c'est vraiment revenir et survoler les obligations de l'employeur, mais vraiment avec ce focus pour l'employé en cas d'absence. Parce que les obligations, finalement, elles sont multiples. Mais si on revient sur ce focus-là, au niveau assurantiel, par exemple, nous avons une obligation de l'employeur d'assurer l'employé en cas d'accident professionnel et non professionnel. C'est une obligation qui lui appartient. Donc, l'obligation, attention, elle se restreint en tout cas pour l'assurance, pas pour le paiement de la prime, mais c'est à lui de s'assurer que tous ses employés soient couverts en cas d'accident. L'employeur a l'obligation de payer, de couvrir la partie assurance accident professionnel pour ses employés, et pour le reste, finalement, c'est à bien plaire.
La majorité des employeurs de la place pratiquent une séparation 50-50, donc 50% pris en charge par l'employeur, 50% pris en charge par l'employé. Et puis pour les plus généreux d'entre eux, c'est la prise complète donc de la partie assurance LA, LAAC à leur charge pour veiller à ce que tout se passe bien pour les employés. J'ai rajouté dans cette rubrique assurance de personnes la partie PGM, c'est la perte de gain maladie. Cette assurance n'est pas obligatoire, elle incombe aussi à l'employeur s'il décide de la prendre, mais elle est vivement recommandée. C'est-à-dire que si on ne la prend pas en tant qu'employeur, on doit s'assurer qu'on peut gérer tout ce qui gravite autour de cette assurance, comment dire, de cette assurance d'avoir le gain, d'être rémunéré sur le gain perdu par l'employé pendant cette période d'absence. Donc, si l'employeur ne peut pas assurer, par exemple, un suivi des cas, une intervention d'un case manager pour accompagner les employés, un suivi, le fait d'avoir un médecin conseil, un avis médical, s'il ne peut pas assurer tous ces éléments-là, parce qu'il n'a pas les moyens et ce n'est pas une grosse structure, la recommandation, c'est vraiment de prendre une perte de gain maladie. Et puis, cette perte de gain maladie, elle est là clairement pour assurer l'employeur dès le moment où le délai d'attente sizé, qu'il s'est octroyé est dépassé. Il reçoit une indemnité, ça peut être 80%, 90% du revenu de l'employé, avec certains plafonds qui sont mis en place d'un commun accord avec le broker s'il en a pour pour, euh, pour fitter le plus possible, pardon, j'utilise beaucoup de termes en anglais, je m'en excuse, pour aller au plus proche des besoins des employeurs. Cette perte de gain maladie, elle est aussi très pertinente parce que souvent, on peut avoir des alertes. En fait, ça permet d'alerter sur la santé de l'entreprise. Effectivement, en général, c'est des périodicités de 3 ans. Et au bout des 3 ans, ben, on fait le bilan, on voit la sinistralité de l'entreprise et souvent, quand ça ne se passe pas bien, il y a des augmentations de primes. Maintenant, ce qu'on voit aussi, des choses qui sont devenues une pratique assez courante, c'est qu'on a des assureurs qui viennent un peu toquer à la porte ou des courtiers ou des employeurs pour dire attention, on voit qu'il y a une sinistralité qui est assez élevée, on est à mi-parcours, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. On ne veut pas revenir vers vous dans 1 an et demi pour vous annoncer une mauvaise nouvelle, une augmentation de primes. Faites quelque chose. Donc ça, c'est vraiment une pratique très saine, je trouve très saine au niveau des assureurs, parce qu'ils permettent à l'employeur de rectifier le tir. Et c'est là où l'employeur prend ses responsabilités, parce que comme le dit la loi, il a l'obligation de s'assurer que toutes les mesures sont prises pour la protection des employés, la protection de leur santé, la protection physique, mais pas que, la protection psychique aussi au travail. Après, il a cette obligation, mais il ne faut pas paniquer, ce n'est pas à lui d'avoir toutes les ressources en interne. C'est pour ça qu'il y a des organisations qui existent à l'extérieur, c'est pour ça que tout ce qu'on propose existe aussi, c'est pour accompagner selon le besoin. Après, ça peut être, l'employeur peut avoir une activité très répétitive pour ses employés, et là on parle d'ergonomie, donc là il va s'adresser aux spécialistes qui pourront l'aider. Si c'est une hausse des cas de burn-out ou des cas de maladies psy, etc., là il va peut-être s'adresser à d'autres organismes pour la prévention du burn-out, pour l'accompagnement dès le début d'absence par des professionnels qui vont vraiment s'enquérir de la santé des employés, les accompagner pas à pas. Et puis, si c'est, et là on en a malheureusement beaucoup, c'est des cas euh, d'épuisement, mais qui sont souvent dus à des problématiques de management, par exemple, des conflits au travail. Et là aussi, il y a des solutions, c'est notamment les formations qui sont proposées pour aider les managers à appréhender
les séances avec leurs employés, les retours d'absence, les discussions pour que les choses soient bien faites et que en fait, ça ne crée pas un mal-être chez l'employé et qu'il se retrouve à se dire que la seule issue pour lui, c'est d'arrêter le travail, d'arrêter d'aller tous les jours au travail pour voir ce collègue ou ce manager. Donc voilà, alors c'était un rappel assurantiel, mais pour moi c'était aussi intéressant de montrer comment à travers une assurance qu'on contracte, on peut avoir des warnings et on peut avoir des éléments qui nous permettent d'intervenir au sein de notre entreprise pour assainir l'environnement ou pour entreprendre des actions. Ça nous rappelle un petit peu à l'ordre par rapport à ce que nous dit la loi, par rapport à notre obligation d'employeur de garantir un environnement sain. Donc voilà, outillez-vous au niveau des assurances, ça sert toujours, que ce soit obligatoire bien sûr, mais même les non obligatoires sont vraiment très, très pertinentes. Voilà, ça c'était pour ma petite partie, Véry. Merci beaucoup, Amina. Et justement, tu as terminé ton propos en parlant notamment de la formation des employés, formation des managers. Donc, c'est, je dirais, la transition idéale pour que je laisse la parole à Franck Chapsky qui va revenir justement sur, dans je dirais, le corpus des mesures préventives que l'on peut mettre en place, que l'employeur peut mettre en place, et effectivement la question de la formation des managers. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran pour pouvoir le donner à Franck. Voilà, et sous vos yeux, grande cascade de Zoom. À toi, Franck, de partager ton écran. On t'écoute. Ben merci Valérie. Donc bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, quand on parle de problématiques d'absence, c'est des sujets qu'on adresse chez ITMAT depuis un peu plus de 25 ans. Il y a 25 ans, c'était presque même pas un sujet, mais disons que c'est devenu de plus en plus prégnant et on voit, on en parlait tout à l'heure, que la situation ne cesse de se détériorer au fil des années. Alors, on a quelques convictions chez Istmat, effectivement. Donc, je vais partager avec vous un certain nombre de points clés, parce que quand on parle de formation, effectivement, la formation, c'est un chemin incontournable, mais ça suffit pas, en fait. La formation doit s'intégrer dans une implémentation de politique de santé. Et je vais partager avec vous, en fait, les séquences clés d'implémentation d'une véritable politique de santé qui donne des résultats. Alors, je vais juste effectivement partager mon écran. Je sais pas si. Alors pour l'instant, on voit pas. Voilà. Donc ce que je mets à l'écran, en fait, c'est depuis 25 ans, en fait, on pose cette question à tous les managers. Donc j'ai fait un décompte. Je pense qu'on a vu depuis 25 ans entre 8 000 et 10 000 managers. Et puis en fait, on leur dit, ben voilà, en tant que manager, imaginez que vous êtes collaborateur ou collaboratrice. Et qu'est-ce que vous attendez de votre responsable direct dans le cas d'une absence? Et puis, dans la temporalité de l'absence, il y a lorsque j'annonce mon absence, donc même si c'est un peu petit, c'est pas gênant, il faut juste garder l'idée, c'est de dire, ben voilà, lorsque j'annonce mon absence, quel est le point clé qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui va être important, moi, quand je vais annoncer mon absence? Puis, bien sûr, mon absence va durer quelques temps, et pendant mon absence, que ce soit une absence de 2 ou 3 jours, ou de quelques semaines, voire de quelques mois, ben moi, en tant que collaborateur ou collaboratrice, qu'est-ce que j'attends, moi, finalement, de mon supérieur ou de ma ligne hiérarchique? Puis on leur pose la question aussi à leur retour au travail, le jour J, hein, c'est-à-dire que j'ai fait l'objet de quelques absences dans les derniers mois, et puis à mon retour, le jour J à leur âge, je reviens sur la place de travail. Ben, qu'est-ce que j'attends de mon responsable direct? Et puis, comme j'ai fait l'objet de quelques absences assez fréquentes ces derniers temps, mon responsable direct souhaite s'entretenir avec moi à ce sujet, en fait. Ben moi, en tant que collaborateur, qu'est-ce que j'attends de lui, en fait? Et sur ces 4 séquences qui résument, en fait, la temporalité d'une problématique d'absence, quand on résume ce qui est exprimé par les personnes en tant que collaborateurs, je dirais à 95%, pour pas dire un peu plus, on va retrouver des choses qui touchent à l'écoute, la bienveillance, l'empathie, le soutien, et la liste est longue, hein, j'ai pas tout mis, c'est pas une liste exhaustive, mais disons que c'est la coloration très forte d'une véritable politique de santé. On est un peu sur le socle incontournable sur lequel il faut absolument travailler. Alors bien entendu, c'est bien gentil tout ça, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, le soutien, il y a quand même des actions à mener, hein, quelles que soient les organisations vers lesquelles on se tourne. On travaille vraiment dans quasiment tous les domaines. Depuis 25 ans, on a traversé plein d'écosystèmes différents.
Et il y a quand même des comptes à rendre, il y a des résultats à atteindre. Alors, c'est pour ça que je vais nuancer mes propos, même si c'est bien le socle d'une politique de santé. Et pour nuancer mes propos, je vais faire une petite séquence un peu poésie. On va être un peu dans la caricature, mais c'est vraiment pour illustrer mes propos. Quand on parle de management, on va avoir deux styles de management qui peuvent être un petit peu dans la caricature, mais qui traduit bien la réalité. C'est qu'on peut avoir ce style de management, vous voyez, où là, je vais faire preuve de beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, exactement ce qu'on vient d'identifier comme socle élémentaire à une bonne politique de santé. Et puis, si je me mets en opposition à ça, je peux avoir quelque chose de beaucoup plus, comment dire, pointu, beaucoup plus contrôlant au sens, voilà, c'est le contrôle un peu flicage qui va être un petit peu l'opposé absolu de ce type de management. Et si je mets en perspective tout ça au niveau du taux d'absence, et le taux d'absence, on va avoir des pourcentages des fois qui vont atteindre des records. Donc là, si je suis à 1%, 2%, 3%, et puis on peut monter assez haut en termes d'absence, eh bien, en fait, nous, on a souvent croisé en fait des clients qui étaient ici, très haut, avec un management très dur. Parce qu'effectivement, quand on commence à perdre la situation en main, c'est-à-dire qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'absence, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a tendance naturellement à durcir le ton, à mettre par exemple un certificat obligatoire au bout d'une journée. C'est des choses qui vont ou demander des comptes à certaines personnes sur lesquelles on a l'impression, ou le manager a l'illusion que le collaborateur qui est absent ou la collaboratrice semble enfumer un peu dans l'exagération éventuellement d'une absence. Et donc, quand on implémente une politique de santé, ben, on trouve ces écosystèmes un peu durs, eh bien, on cherche à desserrer les taux. Et desserrer les taux permet d'obtenir un résultat en termes de baisse de l'absence. Parce qu'ici, en fait, la typologie des absences qu'on va trouver quand on est un peu trop rugueux, on va dire, on va trouver des absences de longue durée, assez importantes. Ici. Ah, j'ai perdu la coloration des absences, il sera beaucoup de longue durée. Et puis, curieusement, quand on est vraiment dans le paradigme de super empathie, super soutien, eh bien, curieusement, on va être également, en fait, dans un absentéisme très élevé. Donc, voilà. Donc, on va observer une courbe qui est un petit peu comme ça. Et là, la fréquence des absences, en fait, la coloration, la typologie des absences sera beaucoup de la courte durée. Donc, entre ces deux paradigmes, en fait, en quelque sorte, nous, l'objectif, finalement, c'est de pouvoir se positionner là. Et puis, effectivement, quand on est ici, ben, en fait, on est dans le tir. Alors, malheureusement, et c'est pour ça que je dis que j'étais un peu dans la poésie et la philosophie là, c'est que, bah oui, si on dit une véritable politique de santé, c'est un petit peu de contrôle, mais pas trop, ou un petit peu d'empathie, mais pas trop. Mais voilà, il faut être un peu au milieu. On est sacrément embêté parce qu'on ne peut rien implémenter finalement, parce qu'on a tous notre vision des choses. Hein. On est tous différents et automatiquement, le cadre, parce que ça, c'est bien le cadre qui est déterminant, on n'arrive pas à le fixer. Alors nous, ce qu'on a mis en place depuis ces dernières années, en fait, en disant, voilà, pour aider les lignes, pour aider le management, c'est de fixer ce cadre grâce à ce qu'on appelle des règles du jeu, ultra légères, simples, sur lesquelles il n'y a pas de dérogation possible et qui vont permettre d'animer un certain nombre d'outils. Et c'est ces outils-là que, voilà, on va apprendre comment dire, auprès des managers. Et les outils, finalement, c'est des contacts, la façon d'avoir des différents contacts auprès de ces équipes. Alors, quand je disais les règles, elles sont immuables et pas négociables, donc on est un peu dans le contrôle, ce qui permet de fixer le cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, eh bien, automatiquement, là, c'est pendant ces contacts, là, on va mettre toute la bonne dose d'empathie et de soutien, justement, pour aider les collaborateurs. Et on va pas leur demander des comptes, on va essayer de comprendre et d'ouvrir des discussions. Donc, les différents outils, bien entendu, c'est qu'il y a des temporalités, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. La temporalité, c'est de pouvoir se dire qu'à chaque temporalité, il y a des choses à faire, en fait. Et ces choses à faire, en fait, il y a 3 temps de l'absence. Si je résume, il y a avant l'absence, il y a pendant l'absence et il y a après l'absence. Et si je fais une cartographie des différents outils, en fait, c'est la coloration des contacts que je dois assurer, justement, eh bien, avant, on va être dans l'entretien préventif.
Et l'entretien préventif, c'est tout simplement, bah voilà, je dois ouvrir une discussion, je connais bien mon équipe, il y a des signaux faibles, il y a des changements d'attitude, il y a des erreurs inhabituelles. Toute cette petite prolifération de petits signes, eh bien, souvent les managers n'adressent pas, en fait, ne viennent pas ouvrir cette discussion. Et ça permet de régler un certain nombre de problèmes et d'éviter, effectivement, parce que l'idée, c'est de ne pas forcément être intrusif, et jamais de l'être d'ailleurs, pour respecter un certain nombre de règles juridiques, c'est vraiment de donner la possibilité aux collaborateurs d'exprimer finalement d'éventuelles difficultés. Et s'ils ne souhaitent pas les évoquer, ce n'est pas un problème. L'entretien est fait et réalisé. Ce qui va être déterminant, c'est le temps en fait, de parole du collaborateur ou de la collaboratrice si l'entretien dure 3 minutes, parce qu'il n'y a pas besoin de faire 20 minutes, hein, on n'a plus le temps de faire des entretiens, il faut être ultra court, eh bien, on va avoir ce point de contact qui va être très, très précieux, parce que la personne pourra livrer peut-être un problème dans sa sphère privée ou un problème dans sa sphère professionnelle, ou rien du tout si elle souhaite ne rien dire. Ça, c'est le premier outil. L'outil pendant, c'est la façon d'annoncer les absences. L'annonce, hein, c'est vraiment un point clé, c'est-à-dire que nous, on préconise fortement que l'annonce soit faite au responsable direct. Et bien entendu, le responsable direct, des fois, il ne couvre pas toutes les amplitudes horaires de son équipe, hein, oui. Et donc, automatiquement, l'idée, c'est de dire s'il y a une annonce à faire, à qui on appelle dans un premier temps. Souvent, c'est les personnes en charge de la planification. S'il y a des enjeux de remplacement immédiat, si la prise de poste est à 5 heures, le responsable n'est pas forcément là, eh bien, l'annonce va se faire auprès d'une personne en charge de la planification pour commencer à prendre des mesures pour éviter qu'il y ait un trop gros impact pour les présents. Parce que c'est ça le but de l'annonce, c'est d'être relativement réactif. Et bien entendu, c'est très lié à un autre outil qui s'appelle le suivi. Le suivi, c'est-à-dire, c'est comment je garde le lien avec la personne. Parce que au moment de l'appel, finalement, on ne sait pas si la durée de l'absence, ce sera une journée ou une semaine ou un mois ou voire plus. C'est important de garder ce lien. Et voilà, les managers doivent être formés à comment je garde ce lien, en fait. Comment je me mets d'accord avec le subordonné pour avoir des nouvelles. Ensuite, vous avez l'entretien de retour. L'entretien de retour qui est un point de contact qui s'élargit pas uniquement sur les absences dites non planifiées, mais idéalement aussi aux absences planifiées. C'est-à-dire qu'une personne revient sur la place de travail, idéalement, quand c'est possible, hein, parce que je sais par ailleurs qu'il y a des managers qui ont des fois 35 personnes en direct, voire plus, avec des amplitudes assez incroyables. Et on ne peut pas faire de façon systématique parfois, mais idéalement, c'est bien de le faire de façon systématique. Et ça dure 3 minutes ou 2 minutes ou 1 minute. C'est très court, sauf pour des retours qui nécessitent un travail, notamment des retours de longue absence, où là, la situation est un peu plus complexe et demande un peu plus de temps. Et enfin, il y a l'airbag du système. C'est-à-dire que quand on implémente une politique de santé, il faut quand même mettre un système automatique qui permet je dirais, c'est un peu comme, je prends toujours l'exemple de la voiture où on roule et puis il y a une petite lumière orange qui s'allume. Et cette lumière orange s'allume en disant, ah, il y a peut-être un problème. Et la préconisation, c'est de dire au bout de 4 absences sur 12 mois coulissants, donc il y a eu 4 fois le téléphone à sonner pour dire je ne viens pas, et bien là, on va ouvrir le système de sécurité du processus de politique de santé, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une discussion obligatoire, mais toujours pareil, en étant ultra léger dans la démarche, ultra informel, et puis de ouvrir la discussion dans le côté, voilà, est-ce qu'il y a un souci ou pas et on va écouter la personne qui va peut-être se livrer sur un problème sphère privée ou sphère professionnelle, ou rien du tout. Et s'il n'y a rien du tout, ce n'est pas un problème. Alors, le système fait que s'il y a une 5e absence, eh ben, on va faire un 2e bilan, donc un 2e entretien, on va se donner une 2e chance. Et puis, s'il y a une 6e absence, on va faire un bilan, mais avec le soutien des RH. Donc, en copilotage avec les RH, justement pour se donner une chance d'aider cette personne, parce qu'on est bien sûr toujours dans la coloration, soutien et bienveillance, hein, comme je l'ai évoqué ici. En aucun cas, les personnes vont devoir rendre des comptes. Alors là, on a le dispositif complet en fait d'une véritable politique de santé. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour ça que je disais que la formation, bien sûr, la formation a un impact. C'est une pierre essentielle à la mise en œuvre d'implantation de politique de santé. Mais en revanche, une formation en tant que telle, seule, pour nous, en fait, on n'y croit pas réellement en termes de changement. Ce qui va être très important, c'est comment accompagner ces managers et comment faire que les managers changent
un certain nombre de choses pour ceux qui ont besoin de le faire, parce que l'immense majorité font déjà ces choses-là, sans forcément le savoir. L'idée, c'est de dire, voilà, quand on implémente, en fait, on a trois niveaux je dirais, de contact. Il y a les managers qui sont en première ligne, au sens où ben, ils sont en contact régulier avec leurs collaborateurs. C'est eux qui voient les choses, les signes avant-coureurs. Et eux, ils doivent adresser ces différents outils obligatoirement, c'est-à-dire dans le sens où, voilà, il y a des choses qui se passent là, on adresse ces quelques minutes, ces contacts-là, et les choses sont faites. Malheureusement, parfois, il y aura des cas difficiles qui vont émerger, des cas complexes, avec des chronicités préoccupantes. Et c'est là que les managers ont besoin absolument du soutien, on va dire RH, pour aider les cas complexes, en fait. Mais uniquement les cas complexes. Et puis, le dernier étage de la fusée qui manque, parce que c'est souvent là où des fois la difficulté existe, où les RH n'ont pas forcément le soutien, en fait, de leur direction. Parce qu'il ne faut pas oublier que, ben voilà, les cas difficiles, il y aura des cas difficiles où des chronicités vont faire que la personne, on va se poser la question sur la maintenir sur la place de travail, parce qu'elle aura une pathologie chronique qui fait que ça l'empêche de pouvoir continuer sur sa place de travail. Et il y a des fois des décisions très difficiles à prendre. Et ces décisions, il faut qu'elles soient soutenues par une direction. Parce que c'est ça la politique de santé, jusqu'où on souhaite aider les personnes. Et bah, des fois, on les maintient, mais quid de la ressource complémentaire si les personnes sont diminuées physiquement, en termes de temps, en termes d'efficience. Moi, j'ai des tas d'anecdotes, des tas de connaissances de cas où des personnes ont été maintenues, ou voire pas maintenues, mais accompagnées en outplacement, parce que les personnes disaient, c'est une personne, ça fait 25 ans qu'elle est chez nous, c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir lui proposer autre chose dans notre organisation, et elle ne peut plus tenir son poste, et automatiquement, ben, on va l'accompagner, la former. Donc, on a eu des tas je dirais, d'anecdotes, de soutien, même en dehors de l'organisation, parce que quand on parle de tout ça, finalement, on parle de la marque employeur. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui sont poreuses, tout se sait à l'extérieur, hein, et automatiquement, la façon dont on traite ces équipes, ces collaborateurs et collaboratrices, tout se sait à l'extérieur. C'est pas pour rien qu'on a certains de nos clients qui ont du mal à recruter, justement parce qu'il y a des problématiques assez lourdes qui font que bah, plus personne n'a envie d'aller travailler pour eux. Donc, vous voyez, c'est à la fois des mécanismes simples, parce qu'on a une approche chez Ismat assez pragmatique, assez opérationnelle, mais en même temps complexe, parce qu'il faut mettre ça en œuvre en tenant compte des trois niveaux, finalement, je dirais, d'implémentation. Et quand ces trois niveaux sont bien implémentés, avec vraiment une vision commune, un cap sur lequel c'est quoi notre politique de santé dans notre organisation, et que ces trois niveaux sont complètement alignés avec des bonnes courroies de transmission, un vrai soutien RH, et que la direction soutient bien ces RH également, bah là, ça donne de vrais bons résultats, et on a pu l'observer chez pas mal de nos clients depuis 25 ans. Donc voilà, disons que là, je vous ai décrit le schéma complet, en fait, je dirais des briques élémentaires pour implémenter une véritable politique de santé. Alors, il y a d'autres systèmes, parce qu'effectivement, bah là, je vais donner la parole à Marie, sauf si Valérie, tu as des Oui, choses à me dire à ce alors, stade-là. juste, on va arrêter de partager. Voilà, parfait, je vais reprendre la main. Alors, merci pour ton intervention très intéressante et en plus très pédagogique avec la tablette. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous avez le petit chat Q&A ou Q&R selon la version de la langue. Et effectivement, donc parmi les mesures, il y a aussi des interventions externes qui peuvent avoir lieu et on en revient donc à la question de la personne de confiance. Avec Marie, pour que tu nous expliques effectivement ce qu'est cette personne de confiance. Et je vais juste partager mon écran pour que tu puisses retrouver ta présentation. Voilà, normalement, j'espère que ça fonctionne. Voilà, et je vais donc te donner la main tout de suite. Voilà, à toi Marie. Merci beaucoup Valérie et bonjour à tous. Alors, je suis pas sûre de réussir à passer les slides, Valérie. Sinon, je peux le faire. Tu Oui, m'indiqueras volontiers. Oui, simplement. volontiers, Voilà, volontiers. pas de problème. Alors, puisqu'on est dans la question de la prévention, on sait que bien souvent, les personnes qui rencontrent une difficulté sur leur place de travail indiquent ne pas avoir su à qui se confier. Et pour cette raison-là, en fait,
il y a un arrêt du tribunal fédéral qui date du 9 mai 2012 qui indique que la mise en place d'un service personne de confiance en entreprise représente une obligation légale puisqu'elle constitue aussi un facteur de prévention et de préservation de la santé pour les employés. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de pouvoir proposer écoute et soutien aux personnes qui en ont besoin sur leur place de travail, parce qu'on sait que quand les situations sont considérées en amont, elles peuvent être rapidement traitées et éviter justement ce dont parlait Franck tout à l'heure, à savoir des arrêts qui soient de courte ou de longue durée. Donc pour s'assurer d'être en conformité légale, le service personne de confiance doit pouvoir couvrir les prestations, plusieurs prestations qui sont les prestations qui sont mentionnées sur la slide, à savoir premièrement les cas de conflit. On sait que en tous les cas, nous à la clinique du travail, on observe que la majeure partie des situations qu'on rencontre, des problématiques rencontrées, sont des situations de conflit, des conflits latents qui n'ont pas été traités et souvent qui sont issus d'incompréhension quand on ne comprend pas bien le mode de fonctionnement d'un collègue, d'un manager, d'un collaborateur, quand il n'y a pas eu une communication bien claire, ça peut créer voilà, des conflits latents qui peuvent finalement prendre des proportions assez importantes et générer de la souffrance, voire des absences justement. Le service personne de confiance intervient également dans les cas de harcèlement moral ou mobbing. Là, ce sont des situations qui sont beaucoup plus complexes, comme celle du harcèlement sexuel, même si ce sont des situations qu'on rencontre assez peu fréquemment. Quand elles sont présentes, ça nécessite une intervention assez importante qui nous amène la majeure partie, qui nous amène d'ailleurs toujours à entrer en contact avec l'employeur afin que celui-ci prenne des mesures au sein de son organisation. Et puis, le service personne de confiance intervient également dans des situations d'épuisement professionnel. On en parlait tout à l'heure, c'est des cas qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Et puis là, on doit être en mesure de pouvoir entendre la personne en souffrance, mais également de l'outiller en fait, pour qu'elle puisse mettre en place des mesures qui stabilisent sa santé, voire même qui lui permettent d'éviter un arrêt. Et puis, on intervient également dans toute autre problématique qui a un lien en fait avec la place de travail, à savoir que on n'est pas fractionné en petits morceaux et forcément, quand on rencontre une difficulté dans sa vie privée, ça a aussi un impact sur sa façon de travailler, de s'organiser, sur la charge mentale qu'on perçoit. Donc, bien entendu, on écoute également les personnes qui rencontrent une difficulté ponctuelle dans le cadre de leur vie privée et on les aide à s'outiller de manière à ce qu'elles puissent vivre plus facilement cette période. En ce qui concerne... alors, pourquoi externaliser ce soutien? Le SECO demande à ce que... alors, c'est un soutien qui peut tout à fait être internalisé, mais le SECO, donc le secrétariat d'État à l'économie, demande à ce que ce service respecte les mentions suivantes, à savoir, c'est un service qui doit être totalement neutre. On ne doit pas prendre parti ni pour l'employé ni pour l'employeur. Ce n'est pas du tout notre rôle. Le rôle de la personne de confiance est vraiment d'outiller et d'écouter la personne en souffrance de manière à prévenir en fait et à protéger sa santé. Il est également nécessaire que cette personne de confiance soit formée. Donc, par exemple, à la clinique du travail, on est principalement soit psychologue, soit médiateur, soit spécialiste de la santé en entreprise. Donc ça, c'est très important. Et également, il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre la personne qui fait appel à la personne de confiance et la personne de confiance elle-même.
Ce service est également totalement confidentiel, anonyme et neutre. Confidentiel, c'est-à-dire que ce qui est dit durant l'entretien avec la personne qui s'adresse à nous est gardé totalement confidentiel. Aucune information de ce qui nous est transmis n'est transmise à l'employeur. Euh, Puisqu'on respecte l'anonymat, c'est-à-dire que quand les personnes nous contactent, on crée une clé de cryptage et sur les factures qui sont adressées à l'employeur, ben voilà, la personne qui nous contacte est cryptée sous forme de chiffres et lettres, donc il n'y a pas de moyen de la reconnaître. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que ce service personne de confiance, il ne se substitue en aucun cas à la communication qui a déjà lieu en interne. C'est-à-dire, voilà, quand il y a une problématique, on sait que la première démarche à effectuer en général, c'est de s'adresser à son supérieur hiérarchique, au service des ressources humaines. Certaines entreprises ont des services santé en interne. Il vient vraiment en complément, en fait, des soutiens internes à l'entreprise. Puis, bon, bah, concrètement, qu'est-ce qu'on apporte dans le cadre de ce service? Notre premier outil, c'est vraiment l'écoute. D'ailleurs, la majeure partie des personnes qui viennent nous voir, en fait, nous disent que, enfin, c'est leur demande, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont pas su à qui parler. Parler à ses proches, bon, bah voilà, c'est une chose, mais c'est pas toujours facile. Ou bien, les proches n'ont pas toujours cette neutralité, justement. Parler à son employeur de problématiques bien spécifiques en lien avec sa santé, c'est pas toujours facile. Donc, de bénéficier d'une écoute extérieure, c'est parfois extrêmement aidant. Ce qu'on aime aussi beaucoup faire, et c'est très important pour nous, c'est d'outiller concrètement les personnes de manière à ce qu'elles puissent vraiment être autonomes pour gérer leur situation concrètement. Par exemple, si c'est dans une situation de conflit, bon, ben voilà comment pouvoir adresser et communiquer avec la personne avec qui on vit une situation de conflit au sein de son entreprise. On va travailler ça, par exemple, en entretien. Et très souvent, ça permet aussi d'éviter des absences, en fait, en amont. On va s'intéresser également, et ça c'est vraiment notre focus, à la santé de la personne qui vient nous voir, parce qu'en général, quand on rencontre une difficulté, ça fragilise, ça fatigue beaucoup. Donc, on va chercher à savoir quelles sont les ressources que la personne a et à les valoriser, ces ressources. Et puis, on va proposer également des conseils ou bien on va orienter vers d'autres spécialistes quand on n'est pas la bonne personne, en fait, pour accompagner le collaborateur ou la collaboratrice qui vient nous voir. Par exemple, si il est nécessaire de mettre en place une psychothérapie, on peut aider cette personne à effectuer ces démarches de recherche. Et enfin, dans des cas bien spécifiques, on va faire le lien entre l'employeur et le collaborateur qui vient nous voir en demandant à être levé de la confidentialité. Donc, c'est toujours avec l'accord du collaborateur ou la collaboratrice. On entre en contact là avec le service des ressources humaines de cette personne. Pourquoi? Parce que dans certains cas, c'est vraiment nécessaire. Par exemple, dans des situations de conflit importants qui nécessitent la mise en place d'une médiation, on peut faire l'intermédiaire et discuter avec l'employeur d'un cas comme celui-ci. Dans des cas de harcèlement, qu'il s'agisse de harcèlement moral ou harcèlement sexuel, on fait également ce lien. Ou bien dans des cas qui nécessitent, par exemple, à ce que le poste soit adapté ou bien à ce qu'il y ait un suivi au plus long cours, on peut également demander à être délié de la confidentialité et toujours avec l'accord de la personne qui vient nous voir. Donc, le service personne de confiance, c'est vraiment un service qui est très puissant pour prévenir ces absences et éviter que les difficultés rencontrées ne prennent une ampleur plus importante. Merci beaucoup, Marie. Alors, avant d'aborder la troisième et dernière partie de ce webinaire, passons quand même aux questions, puisque effectivement, nos deux interventions étaient riches en informations. On a une première question
qui s'adresse effectivement à, à ce service de la personne de confiance, qui est peut-on proposer ce service externe aux collaborateurs, aux collaboratrices? Et si oui, est-ce que la prise en charge est facturée à l'employeur? Oui, oui, alors donc il est possible de l'externaliser et effectivement la prise en charge est facturée à l'employeur. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est un système d'abonnement. L'employeur paye un abonnement annuel. Et puis, on sait par exemple que dans des organisations saines, il y a très peu de personnes qui font appel à nous, au service personnes de confiance. Il s'agit de 1 à 4% maximum des personnes qui font appel au service personnes de confiance. Et ensuite, donc, on va donc facturer à l'employeur uniquement les appels qui nous auraient été faits. C'est-à-dire que si sur 100 personnes, on a reçu 5 appels ou un appel, on va facturer uniquement ces appels-là et les entretiens qu'on aura réalisés, donc en timesheet. On va vraiment comptabiliser et adresser la facture réelle, quoi. Merci Marie pour cette question cette réponse pardon, très complète. Je ne vois pas d'autres questions. Alors voilà, peut-être que c'est l'heure très matinale qui fait que tout le monde n'a pas pris encore son café et n'est pas encore alerte sur le QNR. On aura encore une session de questions de toute façon après la dernière intervention. Et ben, on va démarrer tout de suite puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Donc, par Étienne Coebel, sur les mesures d'accompagnement, donc l'après, si je puis dire, en matière de care management, et donc l'intervention d'un care manager de chez YouCare. Je vous passe donc la parole en vous donnant le contrôle. Merci Valérie, merci Voilà. beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Alors je vais déjà peut-être nous présenter rapidement, présenter qui est YouCare. Euh, donc nous on est, alors ça marche pas Valérie, Ah, je me doutais que ouais, à chaque qu'il y fois en aurait un répétition, petit ça couac, fonctionne. Alors, pardon, je c'est vais pas donc grave. passer la slide. Voilà. Tu peux encore passer c'est le suivante jusqu'à voilà encore Celle-ci? voilà. Voilà. Donc nous on est une société YouCare existe depuis 2011. On est spécialisé donc, dans l'accompagnement, l'encadrement, le coaching des collaborateurs qui sont absents pour maladie ou accident. On est une structure indépendante, donc on agit en toute objectivité, c'est dans un rôle de conseiller de santé, à la recherche d'une solution juste. Ce qui est important de noter ici, ce qui est central, c'est la question de cette neutralité bienveillante qui est fondamentale pour pouvoir mener notre mission à bien. C'est une posture qui est vraiment très très importante pour nous. Avec comme objectif direct et indirect, hein, évidemment diminuer le nombre des absences et des coûts qui sont liés, intensifier le dialogue avec les collaborateurs, hein, on parlait tout à l'heure d'écoute, de bienveillance et d'empathie, et de maintenir un lien de confiance. J'y reviendrai rapidement tout à l'heure, ça c'est vital aussi pour nous, pour mener notre mission à bien. Euh, Tout ça pour aussi contribuer à la motivation des collaborateurs et évidemment favoriser le retour au travail dans de bonnes conditions, dans les meilleures possibles en tout cas. Alors, est-ce que tu peux passer la slide? Hop, ça marche toujours pas. Merci. Donc, on est une équipe qui est très, très soudée, ça c'était important de le dire aussi. Euh, et puis, on travaille beaucoup voilà, avec la mise en place du dialogue, la psychologie, le coaching, la coordination entre les différents intervenants, hein. C'est donc le manager, les ressources humaines de l'entreprise, mais ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, euh, l'assurance perte de gain maladie, l'assurance accident, l'Office AI si c'est nécessaire. Et puis, on bénéficie aussi, on travaille avec un réseau de médecins conseils qui nous épaulent selon les besoins et les cas qui nous sont apportés. Euh, alors, comment ça fonctionne d'un point de vue un peu global? Il y a toujours une information qui est préalable aux collaborateurs, hein, lorsque le service est mis en place dans l'entreprise. Une prise en charge qui est systématique pour tous les cas d'absence, donc soit maladie, soit accident, soit les deux, dès les premiers jours d'arrêt. Alors, ça peut être 3 jours, c'est-à-dire une systématique, et c'est la plupart des situations qu'on rencontre, hein, c'est des appels à 3 jours, mais ça peut être aussi à 7 jours, à 15 jours ou à 30 jours.
La mise en place d'un partenariat de confiance, ça c'est très important, j'en parlais tout à l'heure, donc non seulement entre YouCare et l'employeur, euh, puisque nous, on travaille en toute confidentialité, on a des informations qui sont sensibles, qu'on n'a pas toujours le droit, qu'on n'a pas forcément le droit non plus de transmettre à l'employeur. Donc, on a besoin de cette confiance avec l'employeur et aussi la confiance avec l'employé, de mettre cette situation de confiance, de proximité entre l'employé et YouCare et nous, les care managers. On fait un retour écrit à l'employeur et à la compagnie d'assurance, donc maladie ou accident, après chaque contact avec les collaborateurs qui sont absents. Retour qui est bien sûr épuré des données strictement confidentielles. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut passer hop, la slide? Merci beaucoup. Donc, en pratique, on reçoit l'annonce d'absence généralement par l'employeur. Ah, c'est allé trop vite. Pardon, c'est moi C'est qui... juste, Voilà. voilà. On- Excuse-moi, j'ai du mal Donc, à régler avec la souris qui est un peu capricieuse. Excusez-moi. J'arrive juste... Voilà, voilà, je merci touche beaucoup. plus à rien. Pardon. Voilà. On reçoit donc l'annonce d'absence généralement par les ressources humaines ou par le manager, hein, selon l'organisation des entreprises. Et puis, on prend contact par téléphone avec le collaborateur. On fait un assessment de la situation, on apporte soutien et conseil si c'est nécessaire, et puis on planifie un second appel généralement si l'arrêt dure probablement ou non, et si c'est souhaité, puisque c'est toujours sur la base du volontariat hein, pour les collaborateurs, par le collaborateur. On fait un rapport systématique donc à l'employeur avec une indication approximative hein, de l'incapacité et puis quelques commentaires et remarques sur le bien fondé de l'arrêt puis la prise en charge médicale simplement si elle est si elle est adéquate ou si elle mériterait d'être renforcée et si on a conseillé dans ce sens-là. En cas de besoin, on peut évidemment convoquer le collaborateur pour un second avis médical s'il y a des doutes justement sur le suivi médical ou même sur le bien fondé de l'incapacité. Et puis, on transmet notre rapport à l'assurance perte de gain maladie pour autant qu'il y ait une déclaration de sinistre en cours, c'est-à-dire que le délai d'attente soit passé. Tout ça, évidemment, dans le respect de la confidentialité de la loi sur la protection des données. L'employé peut nous délier du secret médical hein, via un formulaire de consentement que vous avez vu brièvement tout à l'heure, que vous verrez qui sera dans la slide. Et puis, donc, ça nous permet voilà, de transmettre des données médicales à l'employeur, à l'assurance, sur ce qui est nécessaire et sur ce qui ferait avancer la situation. Alors, slide suivante. C'est justement le formulaire de consentement que je ne vais pas détailler, vous le retrouverez dans cette slide. Il y a deux choix. Donc, le premier, on peut libérer les données médicales. Le second, on ne libère pas. Si on peut passer cette slide. C'était juste pour information. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, le premier jour, le collaborateur annonce son absence à son responsable et ou à CRH, généralement deux. Euh, et puis, nous, on reçoit ensuite cette annonce. Ça peut être au premier jour, au deuxième jour, au troisième jour. On prend contact au troisième jour avec la personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, on fait un petit assessment de la situation. On apporte soutien, on oriente vers un spécialiste si on sent que c'est nécessaire. On conseille pour le retour au poste, que ça se passe dans les meilleures conditions. On donne des petits tips et puis on accompagne jusqu'au retour complet. La prise en charge, généralement, elle est plus rapide puisqu'on intervient au troisième jour. Et en cas de rechute, on est prévenu directement par les ressources humaines. Et puis on peut reprendre, ça nous permet de reprendre contact directement avec la personne, refaire un point de situation. Et puis on peut aussi alerter les ressources humaines si la problématique est en lien avec la place de travail ou avec un collègue sur lequel une action RH serait possible. Donc, typiquement, ça peut être par exemple de leur conseiller de mettre en place un service de personnes de confiance, comme le disait Marie tout à l'heure. Au 30e jour, donc ça j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, il y a la déclaration de sinistre. Et puis on peut, voilà, si on reçoit la procuration de l'assurance, et si nécessaire, envoyer le dossier médical qui est demandé hein, par l'assurance au médecin. Nous, on peut se mettre en contact avec l'assureur si on bénéficie également de la procuration de l'employé.
Généralement, voilà, ça, c'est pour information, on gagne 2-3 semaines sur la prise en charge assureur et puis sur une reprise du travail dans des bonnes conditions. Tout ça, évidemment, pour favoriser la reprise de travail, qu'elle soit pérenne et rapide. Alors, je vais vous donner quelques exemples qui sont, je pense, plus parlants. Alors, on a pris deux exemples, hein. Un exemple plutôt locomoteur et puis une problématique physique et puis un exemple de problématique plutôt psychologique. Donc on a mis un nom au hasard, hein, Madame Dacosta, aide-soignante qui a atteint de polyarthrite. Au premier appel, donc à 3 jours, Madame nous explique qu'elle est atteinte de polyarthrite. Pour elle, c'est la découverte, elle est un petit peu sous le choc. Elle est très douloureuse. Il y a de notre part une écoute active, hein. On reformule un petit peu les termes médicaux. On peut lui expliquer si pour elle c'est un petit peu flou. On apporte un soutien psychologique et puis on agende un rappel dans la prolongation et puis c'est aussi pour la reprise progressive, s'il y a une reprise progressive qui est envisageable, qui est possible. Au deuxième appel, il y a eu le traitement qui a fait son effet ou pas. On a pris la posture de dire qu'il avait fait effet. Il y a une reprise partielle qui est possible, hein, 20, 30, 40, 50, etc. Et puis, est-ce que il y a des limitations? Est-ce qu'un certificat médical d'exclusion de port de charge, par exemple, pourrait permettre une reprise dans des bonnes conditions? Est-ce qu'il y a besoin d'adapter le poste de manière ergonomique? Est-ce qu'il y a des angoisses qui sont liées à ça? Est-ce qu'il y a besoin de renouer le dialogue peut-être aussi avec le manager et ou les RH? Et puis, on sensibilise aussi sur la question des détections précoces au niveau de l'AI. Ça, on en parlait également tout à l'heure. On parlait d'outplacement. Ça en fait également partie, évidemment, pour gagner du temps et puis pour mettre en place justement ces détections précoces. Donc, le médecin, lui, peut s'occuper du formulaire de détection précoce au niveau de l'AI. Et puis, un conseiller prend rapidement contact avec la personne pour mettre en place des mesures, euh, euh, des adaptations et puis voilà, ce qui est faisable justement avec cette pathologie. Est-ce que c'est une reconversion? Est-ce que c'est une prise en charge qui serait plus rapide? Ça, généralement, c'est ce qu'on constate. Euh, alors ensuite, on peut passer au cas de Monsieur Scherer. Donc là, c'est un conflit avec un supérieur. Alors, on a pris des cas hein, qui sont généralement assez représentés dans les clients qu'on a. Donc, monsieur, il est en arrêt depuis 2 semaines, euh, suite à un entretien avec son responsable. Il est injoignable, on lui a laissé des messages, on lui envoie une invitation à rappeler. Et monsieur nous rappelle. Il ne comprend pas vraiment ce qu'on lui reproche. Puis il est déprimé, ça va pas, alors que ce soit côté euh, professionnel ou privé. Les axes d'entretien, c'est donc le soutien psy, une orientation aussi vers le ou la bonne psy, que ce soit une spécialiste, voilà, EMDR par exemple, s'il y a des problématiques de ce côté-là. Quelle solution? Donc, est-ce que l'entretien avec le responsable du responsable est nécessaire? Est-ce que les RH pourraient aussi se rendre utiles? Et puis, la question toujours plus compliquée, un peu touchy, est-ce que vous pourrez y retourner? Euh, Monsieur, il est prolongé d'1 mois. Au deuxième appel du care manager, on lui explique ce qui est possible de faire à la, à la place de rester en incapacité. Puisque ça, c'est jamais une situation qui est non plus bien vécue hein, par les collaborateurs. Est-ce qu'une médiation permettrait de dénouer la situation? Est-ce que ce serait utile? Est-ce que cette personne souhaite démissionner? Dans quel cas il y a des solutions, des méthodes qui existent? Ou est-ce qu'une convention de départ pourrait assouplir la situation et lui permettre de retrouver la santé? Ça, c'est des choses qu'on conseille aussi et qui sont très importantes pour nous, justement d'avoir cette relation de confiance pour aborder ces thématiques qui sont toujours voilà, un petit peu délicates. Euh, ensuite, d'un point de vue, alors ça c'est plutôt pour l'employeur. Je vais passer la slide, je vais essayer, mais je pense pas. Voilà, merci beaucoup. Ça c'est, alors c'est une photographie hein, qui est un petit peu aléatoire. C'est les statistiques qu'on rend tous les ans aux employeurs. Ce qui nous permet d'une année sur l'autre de faire des comparatifs. Donc là, bon, il y a plusieurs, là vous avez qu'une page, hein, mais il y a plusieurs thèmes. Il y a donc les secteurs qui sont impactés. Donc là, on est toujours dans un EMS. Donc on a voilà, les secteurs de la direction de l'administration, du soin aux personnes, du soin à personnes âgées, du soin gériatrique, le soin de court séjour, l'hôtellerie en tendance, le socioculturel, ça c'est l'animation, et puis la garderie. Donc ça, c'est des secteurs
dans les ENS. Euh, et puis, donc, il y a le nombre de cas maladie en termes de jours, en nombre de cas, et puis les grossesses, puisque les grossesses, ça, c'est encore des cas particuliers. Ensuite, on les a collés ici, mais c'est un thème à part entière, le nombre de cas par pathologie. Les non communiqués, c'est les personnes qui nous répondent, mais qui souhaitent pas échanger avec nous, ou qui ne souhaitent pas rentrer dans le détail de leur pathologie, et qui ont tout à fait le droit. Et la ANPSA, c'est les accidents professionnels et professionnels. Les cas statistiques, c'est les cas de moins de 3 jours, ou les cas qui n'ont pas été annoncés, ça peut arriver. Les cas locomoteurs, les grossesses, ça c'était au temps du Covid, hein, les cas de protection Covid, les maladies saisonnières, les cas psy, donc qui sont regroupés dépression et burn-out dedans, les cancers, le dos, le cardiovasculaire et autres, hein, c'est tout ce qui est pas référencé ici, polyarthrite par exemple, je crois qu'on le met ici aussi. Ça nous permet de faire un avant-après, après une année, après 2 ans, puisqu'on a besoin d'un comparatif. Ces tableaux, à savoir que ces tableaux-là, ils correspondent vraiment aux absences déclarées chez UCare. C'est-à-dire que ça ne comprend pas ce que pourrait vous donner un assureur, par exemple, puisque non seulement l'assureur généralement intervient, alors soit à 15, mais généralement plutôt à 30 ou à 60 jours, et UCare intervient à 3 jours, et puis concernant l'assureur, les indemnités journalières peuvent être versées même après une fin de contrat. Chez UCare, on arrête le suivi dès qu'il n'y a plus de contrat avec l'employeur. Ça nous permet voilà, de pouvoir préciser, de faire de la prévention également, c'est-à-dire, attention, par rapport à l'année précédente, vous avez plus de cas psy. Alors, est-ce qu'il serait pas temps peut-être de mettre un service externalisé pour répondre justement à ces problématiques? Est-ce que il y a plus de problématiques en termes locomoteurs? Est-ce que votre matériel est toujours bien adapté? Est-ce qu'il y a un bon tournus dans vos équipes? Est-ce qu'il n'y a pas une équipe qui serait plus en souffrance? Est-ce que, alors, pour reprendre l'exemple de l'ENS, les prises en charge qui sont lourdes, est-ce que les collaborateurs sont bien adaptés à ces postes-là? Donc, ça nous permet vraiment d'adapter d'année en année et puis de faire un petit peu de prévention et d'alerter sur des problématiques qui pourraient survenir en fonction des résultats qu'on pourrait avoir d'une année sur l'autre. Très bien. Merci beaucoup, Et Étienne. puis Oui, oui, pardon, la on va. dernière slide, c'est juste pour Oui. lecture. Voilà, c'est simplement des petits remerciements des collaborateurs, puisque ça, c'est très important. On a de très bons contacts avec les collaborateurs et généralement, ça se passe très, très bien. C'est peut-être une personne par année qui ne souhaite pas échanger avec nous. Le reste des collaborateurs, justement, sont très enchantés que leurs employeurs aient mis ça en place, notre service, pour justement les suivre et les accompagner pendant des périodes voilà, qui ne sont pas toujours très agréables. Merci pour votre attention. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question par un spectateur anonyme, n'est-ce pas, qui avait été posée, qui est un petit peu sur le ton de, pas de la provocation, mais je trouve qu'elle est très intéressante. Finalement, le care management, UCare, fait le travail qui incomberait au manager selon l'explication d'ISMAT. Dans quelle situation est-ce indiqué? Alors, c'est pas le travail du manager. Nous, on intervient seulement, non seulement en cas de maladie, et puis on se met bien évidemment en lien. Le but, c'est de faire du lien. C'est pas de prendre la prérogative du manager. Euh, à la différence près, quand on est en arrêt de travail, alors n'importe le motif, finalement, on s'en rend compte hein, depuis toutes ces années chez UCare, on n'a pas forcément l'aisance de pouvoir parler à son manager qu'il s'agit d'une problématique au travail ou pas. Lorsque c'est externalisé chez nous, ça nous permet d'avoir cette relation de confiance, d'échanger et on laisse l'opportunité à la collaboratrice ou au collaborateur de faire un retour précis ou non, donc via ces formulaires de consentement, au manager ou aux ressources humaines pour alerter sur ces problématiques-là. Euh, et puis, on a aussi cette casquette hein, de spécialiste aussi au niveau des assurances. On peut conseiller, on peut informer sur ce qui va se passer. On a souvent ces questions, hein, comment je vais être pris en charge? Euh, est-ce que j'ai droit à des indemnités? Pendant combien de temps? Donc ça, c'est vraiment tout ce package-là qui est notre rôle. Euh, et puis, on fait aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, hein, l'importance d'alerter lorsqu'il y a une problématique sur la place de travail ou avec les collègues ou les managers, si la personne le souhaite, puisque parfois ça peut arriver hein,
Les personnes ont simplement besoin d'échanger, besoin de déverser ça, de poser ça à l'extérieur, mais sans la volonté, sans le souhait que ce soit partagé en interne. Ça peut arriver Alors, également. Justement, je pense que ça permet aussi un petit peu de clarifier chacune de vos interventions et peut-être Franck ou Marie, vous pouvez peut-être ajouter des éléments de réponse et notamment et rebondir sur une remarque qui est faite dans le chat où on ne voit pas bien la différence avec la personne de confiance. Peut-être en attendant que les autres répondent, je ne sais pas si on m'entend. Si on Oui, t'entend. Oui. En fait, la différence, c'est que la personne de confiance, on peut la contacter en tout temps dans l'entreprise. Dès le moment où on a quelque chose qui ne va pas, on est encore en poste. Ça peut être tout type de cause. En fait, on va contacter la personne de confiance. Là, l'intervention de YouCare, c'est une intervention qui vient dès le moment où une absence survient. C'est aussi bien de parler de ça parce que ça permet de coupler avec l'autre question où on disait est-ce que c'est pas un travail à double fait par les managers et par YouCare? Non, parce que dans cette période d'absence, surtout avant, avant que le délai d'attente soit dépassé pour que la perte de gain maladie entre en force, donc l'assureur prenne contact avec l'employé, on a une sorte de vide où il n'y a pas vraiment de contact et où le manager ne doit pas prendre contact avec l'employé. C'est l'employé qui devrait, lui, spontanément contacter le manager s'il a besoin de lui parler et surtout dans le cas où il y a un conflit managérial, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas recommandé. Donc le manager, normalement, il n'a pas d'intervention là. L'intervention qui pourrait être faite, elle pourrait venir de la part des RH. Et là aussi, ça dépend de la nature de la problématique, ça dépend de la taille de la structure. Dans certaines structures, il n'y a pas de ressources humaines aussi. Il y a le directeur qui fait un petit peu tout. Il y a des structures où justement les gens se connaissent trop. Et donc, du coup, c'est plus compliqué de contacter. Donc, la RH, c'est la personne qu'on croise à la machine à café tous les jours. Donc, c'est un peu touché de la voir en contact quand on est malade. Donc, c'est vraiment pour préserver l'employeur de tout type d'incompréhension ou de sentiment d'agression de l'employé en cas de contact pendant cette période-là. Là, justement, c'est une personne qui est neutre, qui est extérieure à l'entreprise, qui va contacter l'employé, s'enquérir de sa santé, à maintenir le contact pour que la personne ne se sente pas abandonnée, justement. C'est très souvent le cas parce que c'est un petit peu la zone de vide juridique, si j'ose dire. C'est la zone de vide où on ne sait pas quoi faire ni comment. Et ça se traduit souvent par un silence radio qui dure toute la période de délai d'attente. Et très souvent, c'est 30 jours. Et 30 jours dans une absence, c'est très long. C'est vraiment la porte ouverte à toutes les inquiétudes, les prolongations. Donc, le temps est vraiment compté. Et on peut se retrouver vite avec une absence qu'on aurait pu gérer, une problématique qui aurait pu trouver une solution à une absence de longue durée. Et c'est très connu, les absences, plus elles durent, moins les employés arrivent à revenir au travail. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est être loin de l'environnement de travail, ne pas avoir de contact. Ça peut vraiment compliquer les retours sur site et en poste. Et encore plus quand il y a une problématique liée à l'environnement de travail, manager ou collègue. Voilà. Corrigez-moi si je me trompe à part ça, messieurs et Marie, mesdames. je vois que c'est juste. ton micro est ouvert. Peut-être que tu veux Oui. rajouter quelques éléments. Oui, c'est exactement ce que disait Amina, c'est-à-dire que le service personne de confiance intervient vraiment en prévention. La personne est en emploi, elle rencontre une difficulté, elle peut faire appel à nous de manière ponctuelle. Donc, c'est vraiment à l'initiative du collaborateur ou de la collaboratrice qui rencontre une difficulté. Et puis, ce dont parlait Étienne, c'est davantage du case management. Là, c'est quand l'absence est vraiment installée, de pouvoir faire appel à une entité extérieure. Ça permet de faire le lien entre la personne en absence et puis l'employeur. Donc, ce sont deux Merci. services complémentaires. Alors, on a encore une question qui, là, s'adresse plutôt à Étienne. Le collaborateur fait-il vraiment la différence entre YouCare et l'assurance et se sent-il vraiment libre de partager son état? Alors oui, d'une part, puisqu'on fait donc une présentation en amont avant de mettre le service en place. Et puis lorsqu'on contacte une personne, même si on l'a déjà eu les années précédentes,
on se présente de nouveau et puis on oriente et on explique vraiment la différence entre notre service, hein, notre posture de neutralité et l'assurance maladie perte de gain qui est complètement à part. Donc ça, on explique, c'est aussi notre rôle hein, d'informer et puis de donner des informations qui soient claires et bien comprises. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On est hyper en avance. Alors là, vraiment, on a été extrêmement rapide. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait un peu plus de questions sur ces sujets qui sont à la fois cruciaux aujourd'hui. On le voit de plus en plus, comment dire, présent dans l'entreprise. Je disais dans mon introduction, et donc suscitant par là même beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et ne sachant pas, quand on est manager, comment prendre ces problématiques, par quel bout les prendre, comment les prendre, et puis on touche à l'humain. C'est toujours extrêmement compliqué. Voilà, en tout cas, merci vraiment très chaleureusement à tous nos intervenants ce matin qui ont témoigné de façon extrêmement claire, je pense, et extrêmement pédagogique sur leur domaine d'activité, et bien faire comprendre que c'est effectivement une problématique complexe et qu'il y a différentes manières de l'aborder, en amont, en aval, et en externe et en interne. Voilà, j'espère qu'il en a été de même pour vous qui nous écoutez, que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. Webinaire donc que vous retrouvez en replay. Vous allez recevoir le lien par la CCIG d'ici demain ou après-demain. Rendez-vous au prochain webinaire en ce qui nous concerne. Ce n'est pas tout de suite, ce sera après les vacances, ça sera au mois d'octobre, on aura le temps d'en reparler. Et là, on va revenir sur un sujet beaucoup plus tourné autour de l'assurance, puisqu'on va parler d'optimisation d'un portefeuille d'assurance, comment ne pas être ni sous-assuré, pardon. Vous voyez, rien à voir. En tout cas, voilà, je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne matinée, une très bonne semaine et un bel été. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous.